Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je suis très heureuse de recevoir Caroline Favre. Caroline qui est coach. On a fait la même promotion mais de coaching avec Anne-Claire Méry mais à des moments différents. Et elle est aussi kiné ostéo. Elle a une approche et une vision que moi je qualifie d'intégrative avec cette capacité à être en lien avec le conventionnel et le non conventionnel. Ça me tient à cœur de vous la présenter et de lui offrir cet espace pour qu'elle vous partage sa vision de la santé et son parcours. Bienvenue Caroline. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu serais d'accord pour partager ce que tu as envie de dire à ton propos? Je t'ai introduit auprès des auditeurs de Heal the World, mais peut-être que tu auras des choses plus spécifiques à partager. Je m'appelle Caroline, Caroline Favre, je suis franco-allemande. Je suis née en France, j'ai grandi en France et à l'âge de 19 ans, je suis partie à Berlin, en Allemagne, pour une année de césure parce que je savais pas quoi faire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée un an après, à la fin de mon année de césure, à commencer des études de kiné. Et ça m'a passionnée, donc je suis restée en Allemagne. Ensuite, j'ai enchaîné avec les études d'ostéopathie. Et en fait, bon, voilà, maintenant, ça fait 12 ans que je suis à Berlin, j'exerce là-bas. Et puis, assez rapidement, j'ai remarqué que ces deux pratiques étaient très bien. C'est super, surtout d'avoir ajouté l'ostéopathie avec la kiné, c'est un gros plus. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment de travailler sur le mental, où je remarquais qu'il y avait des patients que je n'arrivais pas forcément à convaincre, par exemple, de faire leurs exercices ou de prendre soin d'eux. Et via le coaching, en fait, je me suis rendu compte que du coup, je pouvais vraiment leur faire questionner tous leurs mécanismes, leurs réactions, comment ils fonctionnent, en fait. Et ça a été vraiment un grand plus, en fait, pour mes séances. Et dernièrement, j'ai fait une formation de Reiki, donc de soins énergétiques. Et ça vient compléter en fait mon approche que j'ai aujourd'hui en fait de la santé et du soin. C'est vraiment travailler sur le corps, sur le mental et sur en anglais on dit spirit, sur l'âme en fait, donc tout ce qui est autour de nous, tout ce qu'on ne voit pas. Donc je pratique dans ces quatre domaines en ce moment, aussi bien à Berlin en ligne à Berlin que en ligne. Merci Caroline. J'ai envie de partager quelque chose qui me touche spécifiquement avec toi finalement dans cet épisode. Il y a ce trait d'union donc entre la médecine conventionnelle et la médecine non conventionnelle ou dite alternative, avec lequel je résonne. C'est vraiment le projet et le message de ce podcast. Et puis, il y a aussi ton ouverture et le fait que tu sois en Allemagne et j'ai posé des intentions spécifiques pour que le podcast s'ouvre à plus de monde, mais dans le sens à davantage de cultures, à davantage de pays. Je connais moins l'Allemagne et en fait, je suis très heureuse de pouvoir me relier aussi à la médecine de l'Allemagne sous une certaine forme. Je l'ai fait avec Tiffaine Goelda quand on a eu un épisode en France et au Sénégal. Donc Mm. merci. Merci de m'aider à cultiver des graines un peu plus cosmopolites et d'ouverture sur le monde. Ce qui est très intéressant avec l'Allemagne et la médecine alternative, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont nées de l'Allemagne. Quand on prend la naturopathie, il y a tout un courant, en tout cas je sais qu'en France on utilise ça, c'est le Kneipp. Donc c'est ces bains
d'eau froide et d'eau chaude pour stimuler, par exemple, la circulation sanguine dans les jambes. Et ça a été créé en Allemagne. Ou alors, quand on prend une des plus grandes herboristes qu'il y a eu en Europe, c'était une sœur qui s'appelle Hildegard von Bing, enfin, c'est assez intéressant moi, de voir en fait qu'il y a tellement de choses qui viennent d'Allemagne dans la médecine alternative et qui sont pas forcément connues à l'étranger. Et en même temps, les pratiques, on les connaît. Enfin, c'est assez intéressant de voir ça. Oui, c'est vrai, elles font partie presque du patrimoine de la médecine alternative ou non conventionnelle, mais on a fini par oublier presque ses racines. Donc merci de ramener peut-être de la présence et de se relier justement à ces enseignements, à cette sagesse-là. Je pense à l'art aussi. C'est rigolo. Moi, je fais le lien entre la santé et l'harmonie et une Mhm. forme d'équilibre, mais il y a vraiment cette vibration, le fait que tu retrouves cette notion d'être en accord avec toi-même. Et du coup, on a toute cette culture que l'on connaît davantage Mhm. avec l'Allemagne par rapport à l'art, je trouve en tout cas. L'Allemagne, enfin, en France, moi j'ai grandi dans le cœur de la résistance, donc pas loin du budget, dans l'Ain. Et du coup, l'Allemagne, c'est pas très bien vu là-bas. Donc, moi, toute mon enfance, j'avais ce côté à l'Allemagne de mes grands-parents, de ma mère. Je trouvais ça fascinant. Quand j'étais petite, ils avaient déjà des magasins bio, alors qu'en France, ça n'existait pas. Et en même temps, j'avais cette autre vision. L'Allemagne, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est les caricatures, c'était très lourd. Moi, ça a été vraiment très apaisant, guérissant, en fait, de m'expatrier en Allemagne, de, d'explorer, en fait, ce côté-là de mon histoire, en fait, en fait, me reconnecter avec une part qui a été pendant longtemps, en fait, je dirais pas négligée, mais qui a pas eu une grande place, en fait. Et arrivé en Allemagne, tu vas dans des magasins, tu trouves des produits cosmétiques naturels, c'est vraiment très répandu, alors qu'on a tout, enfin, en tout cas en France, moi, l'image que j'avais d'avant de l'Allemagne, c'est très carré, c'est l'industrie, c'est ça, alors que l'Allemagne est vraiment très ouverte, en fait, aux médecines alternatives, à des trucs très farfelus même des fois, hein, enfin, il en faut pour tout le monde et c'est ça que j'adore avec l'Allemagne, c'est que c'est vraiment très ouvert en tout ce qui est médecine alternative, le bio, les cosmétiques naturels, enfin tout ce qui est naturel, les Allemands aiment beaucoup en fait. Donc ça c'est très beau en fait à voir ici aussi. Merci pour ce partage. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager, as commencé à l'aborder hein, dans ta présentation, mais quelle est ta vision de la santé? Tu parles du subtil, tu parles de spirits, mais j'aimerais bien peut-être que tu prennes un moment pour aller témoigner ou raconter vraiment ta relation avec la santé et comment ça s'écrit pour toi. Je pense que la santé c'est quelque chose de global qui enveloppe plusieurs domaines. Donc on va avoir la santé physique. Et pour moi, la santé physique, ça inclut pas seulement de bouger suffisamment. Moi, je suis pas ultra fan de pratiques sportives dures, pas dans le sens dur que ce soit fatigant, mais vraiment avec cet esprit, il faut que je fasse du sport, mais plus le mouvement, en fait, de bouger son corps, de le faire vivre. Donc, que ce soit de danser, de s'étirer, mais en même temps, ça peut être aller faire du jogging. Moi, je fais de la boxe thaï, donc je fais des arts martiaux. Donc, il y a vraiment plein de façons différentes de bouger, mais il faut, le mouvement, c'est quelque chose qui est important. Mais il y a aussi ce avec quoi on nourrit son corps. Donc, il y a l'alimentation qui est très importante, qui pour moi est une grande part de la santé. Je suis une grande fan de la naturopathie française avec l'hygiène de vie. Et en même temps, comment est-ce qu'on de nourrir son corps, ça va être aussi tout ce qu'on met sur notre peau parce que notre peau absorbe énormément. Donc, il y a vraiment ce côté bouger, éliminer et en même temps nourrir son corps. Donc ça va être sur le plan physique, c'est deux aspects que je trouve très importants. Ensuite, il va y avoir la santé mentale. C'est pas, on va dire, c'est pas mon domaine de prédilection, mais je trouve qu'il y a énormément de parallèles avec la santé mentale et la santé physique.
Donc moi, je m'intéresse depuis très longtemps maintenant à la psychosomatique, donc l'influence de notre état mental sur notre corps. Et je pense que tout le monde a déjà expérimenté ça, que ce soit dans le métro, ou, le bus, transport en commun. Si on est de mauvaise humeur, on va voir énormément de gens de mauvaise humeur. Et en même temps, quand on est de bonne humeur, quand tout va bien, on va avoir des gens dans le métro, dans le bus qui vont nous sourire. Et en fait, la même chose va se passer dans le corps. Donc, si je suis de mauvaise humeur, je vais tendance à avoir une posture qui va être plus recroquevillée. Alors que si je vais bien, je vais m'ouvrir, je vais sourire, je vais respirer à fond, je vais peut-être chanter. Et ça, c'est une partie de la santé mentale qui influe le corps physique qui est pour moi importante et très souvent négligée. Et dans la santé mentale, je pense qu'il y a aussi bien sûr tout ce qui est maladie mentale, donc dépression, burn-out et tout ce qui s'ensuit, plus après les maladies plus graves. Mais dans la santé mentale, on en parle beaucoup aujourd'hui, surtout dans la sphère du développement personnel, à quel point c'est important de prendre soin de soi, de vider son esprit. J'adore écrire, juste pour vider ma tête. En fait, des fois, j'ai un trop-plein dans ma tête d'idées, de choses, etc. Donc la santé mentale, je pense qu'elle influe beaucoup sur tout le reste, enfin, sur tout le corps physique, sur ce qu'on expérimente dans la vie, au quotidien. Et ensuite, il y a vraiment tout ce côté spirituel et énergétique qui peut être très facilement manipulable. Donc, je pense beaucoup dans le monde de la spiritualité, du développement personnel et de comment dire, de l'énergétique. C'est un sujet qui est très important. Je pense que tout le monde a une forme de spiritualité, que ce soit dans la forme d'une religion ou d'une croyance quelconque dans l'univers ou quelque chose comme ça. Je me perds un peu dans ce que je dis. Mais du coup, le côté énergétique de la santé, c'est, ça va être au final lié avec la santé mentale. Donc, si je me sens bien, je vais avoir une meilleure aura, par exemple. Je vais avoir un meilleur champ énergétique autour de moi, qui peut être par contre aussi influencé par ce qu'on a avoir vécu dans le passé, que ce soit nos propres expériences, mais aussi le transgénérationnel, donc les choses qui ont pu arriver à mes parents, à mes grands-parents, ça va influencer mon champ énergétique, ça peut créer des blocages au niveau des chakras et en résulter sur un problème physique, par exemple. Donc, au final, tout est lié, mais ça, c'est pour moi, c'est les grands domaines, les grands domaines de la santé qui sont interconnectés et qui, en même temps, ont leur propre chemin bien à eux, sur lesquels on peut vraiment travailler individuellement. Mais je pense que notre mission, quelque part, en tant qu'être humain, c'est vraiment d'arriver du mieux possible, sans se forcer, sans finir en burn-out au final, à vraiment gérer les trois piliers de la santé pour moi. Merci pour ta vision à toi et ce que ça vient peut-être dire de tes enseignements, de ce que de la façon dont tu pratiques. J'ai envie de rebondir un tout petit peu sur les partages que tu as fait. Tout à l'heure, j'étais en soins énergétiques et je partageais dans mon compte-rendu justement un élan pour du mouvement et pour une forme de ramener de la flexibilité en fait, de ramener de la vie, vraiment faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Et j'ai cette image du 8 de l'infini et je lui disais, écoute, je ne sais pas si ça te parlera, mais ce qui me vient, c'est du hula hoop ou ce truc avec le cerceau quand on était enfant. Je n'ai jamais su faire cette pratique-là. Ça doit sûrement dire quelque chose d'ailleurs de ma capacité à lâcher prise. Mais il y avait vraiment cette invitation à reconnecter avec la joie, avec le mouvement tel que toi, tu as envie de le vivre et de Mhm. se sortir des injonctions ou d'une forme de pression de tu dois aller bien et donc pour aller bien, il faut te forcer à faire quelque chose parce que c'est communément admis que faire du sport va te faire du bien. Je suis un peu comme toi, tu vois, cette injonction à faire du sport pour faire du sport et à aller sur la performance. Moi, j'en reviens un peu. Je trouve que ça peut user. Je suis vraiment en faveur de tout ce qui va mobiliser le corps. D'ailleurs, ce qui me venait aussi quand tu témoignais, quand tu partageais, c'était
de mon point de vue, le mouvement est synonyme et symbole de la vie. Ouais. L'absence de mouvement, c'est la mort. Il y a quelque chose qui, soit qui n'a plus de vie, en fait, qui n'est plus, Mm, vivant, vibrant, qui possiblement même, je pense à la putréfaction, je pense à vraiment ces espaces où on laisse s'enquister, s'ankyloser, verrouiller, ça finit par avoir des blocages, j'imagine, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, mais il y a vraiment cette notion de ce qui est sans mouvement, ce qui n'est plus vivant en fait. Il y a ce mm. lien-là que j'avais envie de faire aussi en lien avec ton témoignage. C'est ce qu'on cherche en ostéopathie. On cherche ces zones de non-mouvement, de non-fluidité, de non-expansion. C'est vraiment, en tout cas dans l'ostéopathie que moi, j'ai appris en Allemagne. Donc on pourra peut-être venir plus tard sur justement les différences entre la France et l'Allemagne par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, l'ostéopathie que j'ai appris, c'est vraiment rechercher les endroits qui ne sont pas en vie, qui ne bougent pas, qui sont fixés, qui sont bloqués. Euh, et je pense qu'une grande partie de l'énergie vitale qu'on peut avoir vient du mouvement et du mouvement partout, que ce soit corporellement, de vraiment mettre son corps en mouvement, mais aussi mentalement, d'être flexible, d'être ouverte à d'autres, à l'inconnu, à certaines idées, au rien aussi, être juste ouverte à ne rien faire pour accueillir ce que la vie peut nous mettre sur le chemin. Et au contraire, si on est vraiment à tout planifier toute sa journée, c'est comme ça, je pense que ça induit à une certaine non-flexibilité de l'esprit et ça peut vraiment renfermer le corps et pourquoi pas un jour amener à certaines douleurs ou maladies. Parce que tu témoignais aussi spécifiquement par rapport à la sphère plutôt mentale, donc cette santé en lien avec les pensées et pour moi les émotions, c'est quand même quelque chose de très lié. Je voudrais juste alerter sur le fait qu'aujourd'hui en développement personnel, il y a une sorte, ce que moi je qualifierais d'injonction à aller bien et que parfois, ou ressentir en fait ces émotions, enfin s'autoriser à ressentir de la colère, s'autoriser à ressentir des émotions telles que du dégoût, de la tristesse, moins fluide, moins facile que de ressentir de la joie. Et pour autant, ça me paraît vraiment, tu vois, en lien avec cet état de santé et d'équilibre, vraiment important de se l'autoriser et de se sortir un peu de la croyance que ça signifierait que je ne vais pas bien ou que je ne suis pas en santé. Hmm. Et justement, l'énergie de l'émotion, enfin, emotion, c'est énergie en mouvement, et c'est au contraire cet état de vivre l'émotion et de se laisser traverser par elle et de l'accueillir qui relève d'un état de santé plus que voilà, de se concentrer sur des émotions Hmm. dites confortables, Ouais. pour pas les polariser trop. Bah, je pense que c'est le grand principe du psychosomatisme, en fait, où une émotion qui ne va pas être vécue, qui ne va pas être ressentie, qui n'a pas la place d'être pour être exprimée, en fait, qui ne prend pas juste sa place, elle va, je dirais pas automatiquement, parce que je pense que ça dépend du genre, de l'intensité de l'émotion. Je pense qu'il y a aussi beaucoup la répétition. C'est pas parce qu'on a une fois réprimandé sa colère que sa colère va aller se loger dans le corps. Mais je pense que c'est vraiment un des mécanismes que notre corps, mental, système nerveux a développé pour en fait nous aider à surmonter certaines émotions qui que quand c'est trop dur, on va aller loger ça dans le corps, par exemple. Et c'est à mes yeux, c'est pour ça que c'est important en fait de vivre ces émotions, peu importe lesquelles. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. La colère, c'est pas grave.
La tristesse, c'est pas grave. Le dégoût, c'est pas grave. La honte, c'est pas grave. Et pourtant, c'est des émotions qui, dans notre société, ne va même pas avoir la place. Et en fait, ça prend ses racines déjà dans l'enfance quand on dit à des enfants, mais t'énerve pas, arrête de pleurer. Et auxquels on fait honte. On leur dit, mais t'as pas honte de faire ça, et c'est mal. Et je pense que c'est grave en fait de ne pas, ou au contraire que je pense que c'est grave de labelliser certaines émotions en tant que bien et mal, parce qu'au final, pour le corps, il fait aucune différence. Moi, je parle toujours du corps et du système nerveux comme un enfant de 2 ans en fait, ou comme un bébé il y a pas cette notion de bien et de mal. Il y a juste des émotions. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est important de réapprendre à être en colère, mais pas à exploser et comme une bombe, à tout dévaster autour de nous, mais vraiment ressentir la colère, s'autoriser d'être en colère, s'autoriser d'être triste, s'autoriser de mince, j'ai fait ça, oh là là, j'ai trop honte. Tu vois, en lui disant, en juste donnant de la place à ces émotions pour que au final elles puissent s'évaporer. C'est ouais. C'est vraiment précieux cette histoire de s'autoriser à vivre ces palettes d'émotions parce que nous sommes des êtres humains, des êtres spirituels qui venons, de mon point de vue en tout cas, vivre une incarnation terrestre. Et le propre de l'incarnation terrestre, c'est vraiment de ressentir. On nous invite à vraiment intégrer l'émotion comme quelque chose de vivant à l'intérieur de soi, mais de sortir du processus mental de pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi je suis frustrée de ressentir de la colère parce que je suis triste? J'ai envie de partager ce film d'animation qui est Vice-versa, qui est Mhm. un Pixar qui Ouais. évoque ce thème-là des émotions et qui invite à intégrer le fait que tu puisses ressentir de la joie et de la tristesse. Mhm. C'est pas exclusif, c'est pas une relation exclusive avec une seule émotion et tu pourrais pas ressentir les autres. Il y a vraiment Mhm. quelque Mhm. chose de l'autorisation. Et ce film, il est génial. Il y a la deuxième partie qui va sortir cette année d'ailleurs. J'ai déjà regardé, j'étais très contente. Mais ouais, ce film, il est vraiment génial parce qu'on se rend compte en fait qu'on a plusieurs émotions en fait qui peuvent prendre le dessus et ce qui amène à des débordements quand on ne leur laisse pas de la place en fait. J'adore ce parallèle avec les enfants. Un enfant qui va être frustré, qui a pas le droit de s'exprimer, il va exploser. Et soit il va faire un caprice, il va se jeter par terre, etc. Bon, après, j'ai entendu que c'était une phase aussi des enfants, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté de si on laisse pas exprimer, et ça peut être juste pour nous, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un et lui dire, hey, je suis triste ou hey, je suis en colère. Ça peut être pour nous. C'est pour ça que j'adore écrire, de vraiment ressentir qu'est-ce que je ressens en ce moment, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, et après par exemple, noter juste l'émotion que je ressens et de laisser exprimer ma colère, ma tristesse, peu importe ce qui vient. Ça peut être la joie aussi, ça peut être l'excitation, ça peut être... il y a tellement d'émotions différentes. Et puis il y a des émotions mixtes justement, qui sont un mélange ah bah je suis triste mais je suis contente. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui nous traversent en tant qu'être humain. Et je pense que je suis vraiment contente quelque part d'être humaine pour pouvoir avoir la chance de ressentir tout ça. Ton partage et ce que tu témoignes, moi, ça vient, donc, ça résonne avec l'enfant. Et, et chez moi, ça vient me titiller sur l'enfant intérieur aussi. Tu sais, c'est cette part de soi qui, voilà, qui a des besoins spécifiques et en particulier des besoins émotionnels et qui passe sa vie avec nous, en fait, avec l'adulte que l'on devient et que l'on sera. Et moi, ça vient vraiment me mettre un lien, un parallèle entre ces deux aspects-là et aussi de temps en temps de s'arrêter, de faire un espace, une pause et puis d'aller reconnecter avec, je sais pas moi,
Parce que la petite fille à l'intérieur de moi, elle ressent. Et là encore, l'idée n'est pas de se sortir et de s'extraire du présent, mais tu parles d'écrire, enfin, tu évoques le fait du journaling un petit peu, de ce support pour déposer, pour te livrer, pour ressentir, pour témoigner aussi de quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et pour peut-être poser ton attention plus spécifiquement avec des mots et sur ce médium-là, que j'aime aussi beaucoup. Et ça peut être intéressant dans ces moments-là, quand l'espace se fait, quand on se sent appelé par ça et que ça résonne pour soi, d'aller voir justement, eh ben, qu'est-ce qu'elle aurait dit, la petite version de moi de 6 ans, de 10 ans, de 3 ans, peu importe, et d'aller reconnecter avec ces parts-là. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'appelle. Je trouve que c'était un exercice qu'on a eu dans notre formation de coaching qui était vraiment puissante, que j'ai pu expérimenter avec d'autres façons de guérison comme l'hypnose aussi, de vraiment rendre visite à son enfant intérieur et de juste être présent pour lui, de l'autoriser. On revient à ce thème d'autorisation, que c'est OK qu'à l'époque, elle se soit sentie comme ci, comme ça. C'est très puissant comme exercice. Ça pourrait faire le lien justement avec ton histoire à toi et la version de toi enfant et son rapport à la santé, comment elle se construit en lien justement avec ce thème-là et qui elle devient comme adulte. Mhm. Ouais. J'ai grandi avec deux parents qui étaient malades, avec d'autres, comment dire, à des degrés différents. Donc, ma mère a eu un accident à l'âge de 18 ans, où elle s'est réveillée après quelques jours dans le coma, paralysée d'un côté. C'est elle qui m'a donné d'ailleurs envie plus tard de devenir kiné, parce qu'elle a toujours raconté à quel point les kinés l'avaient remise sur pied, qu'elle avait pu réapprendre à marcher, à manger, parce qu'elle pouvait même plus utiliser enfin, manger avec la fourchette, c'était pas possible. Donc il y a eu, il y a eu ça, donc cette histoire qui était toujours très présente. Et mon père qui a eu une hépatite, a diagnostiqué quand j'avais, je pense, je sais pas exactement, mais je pense que j'avais 18 mois, quelque chose comme ça. Ou peut-être 6 mois, je confonds toujours, je sais plus exactement. C'est pas grave. Mais, et au final, cette maladie, qui est une maladie qu'on voit pas de l'extérieur. Autant ma mère, on voit qu'elle marche bizarrement, ou en tout cas avec un œil de kiné, où on voit que, bon, c'est pas très stable, sa façon de marcher. Mais mon père, c'était invisible. Et en même temps, c'était très présent parce que, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'avait pas le droit d'utiliser sa brosse à dents. S'il se coupait, limite, il fallait qu'on parte à 10 mètres pour surtout pas être contaminé. Et donc, en fait, la maladie a été très, très présente pendant toute mon enfance. Enfin, en fait, pendant tout le temps, toujours. Euh, et, euh, et moi, en même temps, j'ai développé, plus ou moins au même moment, quand on a appris la maladie de mon père, moi, j'ai développé des allergies à la poussière maison. Donc, c'est aux acariens, quelque chose qui est, au final, qui a été retiré en France de la liste des allergènes. Donc, maintenant, en fait, on ne peut plus être allergique à la poussière. Et aux acariens, mais moi je l'étais à l'époque, et à tel point en fait que je faisais bronchite sur bronchite toute petite. Tous les hivers, j'étais malade, à tel point que, à force de tousser, je vomissais. Donc c'était très très grave. Et et en fait et un jour c'est parti. Un jour c'est parti. Mais ce côté de la santé, ça a toujours été présent en fait, parce que ben toute mon enfance, la maladie a été présente. Et euh, et comme je disais tout à l'heure, ma mère, c'est elle qui m'a inspirée à devenir kiné, où je me disais, mais en fait, moi, je veux aider les gens. Donc, entre-temps, il y a eu mon bac littéraire, qui n'a rien à voir avec la médecine. Il y a eu un voyage en Asie qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je voulais aider les gens. Et ma première année à Berlin, où j'étais fille au père, où je me suis retrouvée avec une famille, ou dans une famille où il y avait trois enfants, dont un qui était handicapé mental et moteur.
et une impulsion d'une thérapeute de cet enfant-là qui me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas kiné? Et donc, la maladie a toujours été présente et en même temps, ça a réveillé en moi une quête, vraiment une recherche de la santé, de comment est-ce qu'on peut éviter pas de finir dans des états qui sont pas, quand on les a vus de près, qu'on ne veut pas forcément avoir. J'ai eu la chance de te rencontrer il y a quelques jours et en effet, tu me partageais cette expérience avec ta mère et je te disais, vraiment, ça me faisait frissonner. En fait, je sentais la reliance à celle que tu es aujourd'hui et à une forme peut-être d'engagement, c'est le mot qui me vient, mais vers ce chemin, vers cette profession, en lien avec cette partie de ton histoire et de ton histoire familiale. Merci de nous l'avoir partagé, c'est précieux. Et je serais curieuse de savoir ce que tu pourrais nous dire à propos justement cette profession de kinésithérapeute. J'imagine que aujourd'hui, c'est assez courant de connaître ce dont un kiné peut offrir comme soin ou comme service, mais j'aimerais bien voilà, que tu remettes des contours à ça, et puis aussi pour la profession d'ostéopathe, si c'est OK Mhm. pour toi. Mhm. La kiné, ça va vraiment venir travailler sur les structures musculaires et articulaires, donc sur les articulations en général. Après, la kiné, en tout cas en Allemagne, tu peux avoir des kinés qui vont être spécialisés dans les enfants, donc justement les enfants avec des handicaps, mais tu peux avoir des kinés aussi qui sont spécialisés sur la rééducation du périnée, des kinés qui sont spécialisés sur de sport, par exemple, l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Il va y avoir des kinés qui vont être spécialisés surtout dans les hôpitaux, en fait, sur le post-opératoire. Et là, ça peut être après des opérations du cœur, après des AVC, donc ça va être plus le côté neurologique. Donc la kiné, en fait, c'est très vaste et il y a énormément de spécialisation et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que si un jour j'en ai marre je sais pas moi, de m'occuper de personnes qui sont cassées enfin, ont rompu les ligaments croisés, bah, je peux faire une formation et me retrouver à aider des femmes qui ont des problèmes de périnée. Donc c'est un métier qui est un peu caméléon parce on peut vraiment passer d'une chose à l'autre et ça qui est très intéressant. Après, moi, je suis spécialisée beaucoup en orthopédie, donc c'est-à-dire tout ce qui est le corps musculaire et les articulations. Donc, typiquement, en kiné, je vais avoir des patients qui ont mal au dos, qui ont fait des chutes, qui se sont cassés quelque chose en torse. Le ski, donc là, il y a les périodes estivales et les périodes hivernales. Donc, en hiver, on va beaucoup avoir tout ce qui est accident de ski, ce genre de trucs. Et en été, ça va être plus surf. J'ai décidé de faire une randonnée de 8 heures alors que je fais jamais de randonnée, j'ai mal ici maintenant. Ça va plus être ce genre de choses que je vais traiter en kiné. Et la kiné va travailler localement. Donc, c'est-à-dire, si tu viens me voir en tant que kiné et que tu as mal au dos, moi, je vais m'occuper de la zone qui te fait mal, sans forcément regarder un peu ailleurs. En tout cas, c'est comme ça que c'est en Allemagne. On n'a pas forcément le temps de regarder ce qu'il peut y avoir d'autre comme souci qui pourrait provoquer les douleurs. Donc, très vite passer à des exercices pour que tu puisses étirer, renforcer cette zone-là. L'ostéopathie, au contraire, va vraiment regarder la personne dans son ensemble. Donc, pour le premier rendez-vous en ostéopathie, je passe généralement 20 minutes à questionner quelles sont les douleurs actuelles, s'il y a eu des accidents, des opérations, si la personne prend des médicaments, si actuellement elle a aussi d'autres soucis, mais qui sont pas aussi importants que ceux pourquoi elle vient me voir, s'il y a des intolérances. Et ensuite, je demande tous les organes, si la personne a des problèmes connus ou alors qu'elle ressent, ah bah j'ai toujours mal au ventre après avoir mangé, ce genre de choses. Donc on s'intéresse vraiment aux organes, au système nerveux. Donc je demande si la personne, par exemple, grince des dents, si elle fait un burn-out, une dépression, si elle se sent submergée. Donc pour vraiment aborder aussi bien le côté corporel que le côté organique avec les organes,
mais aussi le système nerveux. Et on va avoir le temps ensuite de vraiment pouvoir travailler sur tous ces systèmes-là pour remettre le corps dans ce qu'on appelle l'homéostasie, donc pour le remettre en harmonie, en équilibre, et pour remettre du mouvement là où il n'y en a plus. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'en ostéopathie, on peut avoir mal à l'épaule et la personne vient travailler sur le bassin. Parce que c'est là où on trouve qu'il y a le moins de mouvement, le moins de vie au final, et que euh, l'ostéopathie se base vraiment sur une connaissance très très approfondie de l'anatomie et nous, dans notre tête, on voit, ah, bassin ici, ok, mais t'as mal à l'épaule. Ok, ça veut dire cette structure-là, et là, et là, et celle-là, et celle-là, elles peuvent être bloquées, je vais checker ça, etc. Donc, c'est un travail de détective plus, alors que la kiné, ça va plus être local. T'as mal ici, ok, on va tout faire, tout ce que je connais, je vais te le donner pour que ton épaule, elle fasse plus mal, par exemple. Ouais. Et il y a des différences entre la France et l'Allemagne. Donc, moi, j'ai fait mes études en Allemagne. Donc, s'il y a des ostéos ou des kinés qui écoutent, qui sont français, c'est possible qu'il y ait des différences. Merci pour ton partage. C'est assez intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir l'autre côté de cette profession-là par un pratiquant ou un praticien français. Euh, J'ouvre le champ, le champ des opportunités et des rencontres. Mais j'ai déjà une petite idée de quelqu'un qui pratique la fasciathérapie, qui est une branche plus Mm. spécifique de l'ostéopathie. Mais voilà, on aura Ouais. l'occasion d'y revenir Mm. à l'occasion d'un autre épisode, si elle accepte mon invitation. Euh, donc tu l'as évoqué, hein, c'est vraiment rétablir ce principe d'équilibre, c'est rétablir le mouvement, la fluidité, une forme d'harmonie à l'intérieur de soi. Et donc par voie de conséquence, apporter peut-être du confort, j'imagine. Est-ce que tu vois d'autres bienfaits que tu viens chercher quand tu pratiques la kiné ou l'ostéopathie? Hmm, pour la kiné, les patients qui viennent vraiment pour la kiné, ils veulent travailler sur leur posture. Généralement, la chose qui revient tout le temps, c'est je travaille toute la journée devant l'ordinateur, donne-moi des exercices. Donc, ça va être vraiment très pratico-pratique au final. La personne vient avec une problématique. Moi, je réponds à cette problématique. En ostéopathie, par contre, les bienfaits peuvent être vraiment très vastes. Euh, Dans la mesure où on va aller justement travailler sur l'amélioration de la digestion, par exemple, de la fonction de certains organes. On peut avoir des organes qui sont congestionnés, donc c'est-à-dire qui sont comme bouchés, en fait, qui fonctionnent plus vraiment. Et donc, on a des techniques pour décongestionner certains organes. On travaille beaucoup sur comme je disais tout à l'heure, sur le système nerveux. Et donc, le système nerveux, euh, donc il y a l'ostéopathie crânienne ou crânio-sacrée qui va travailler sur le système nerveux, sur le crâne. Et en fait, quand on travaille sur le système nerveux et ou sur le cerveau, au final, parce que quand on travaille sur le crâne, ça a des influences sur les structures qui maintiennent le cerveau en place, donc les membranes, les méninges. Et on améliore le flux sanguin, donc l'irrigation sanguine du cerveau, et ça peut débloquer des choses, aussi bien au niveau moteur. Donc, des fois, j'ai travaillé une session que en crânien, et la personne me dit, j'ai eu des courbatures à cet endroit-là, alors que tu m'as pas touché à cet endroit-là. Mais en fait, c'est parce que cette zone-là, sûrement, on peut pas vraiment savoir, c'est encore une pratique très mystique de l'ostéopathie, même si en 2020, on a enfin prouvé que ce sur quoi travaillent les ostéopathes, donc avec ce mouvement du crâne, qu'en fait ça existe vraiment, alors que ça fait plus de 140 ans qu'on se moque des ostéopathes crâniens parce que non, en fait ça fait rien, mais alors qu'en fait si, il y a vraiment, ça existe vraiment. Et donc du coup ça va travailler enfin ça va débloquer certaines choses physiques, mais aussi émotionnelles et hormonale. Parce que du coup, on peut travailler sur la base crânienne, qui est là où se loge l'hypophyse, et qui contrôle toutes les hormones de notre corps. Donc, on peut avec ça améliorer des règles douloureuses, enfin, tout le système menstruel au final.
On peut améliorer des problèmes de thyroïde. Donc c'est vraiment c'est très impressionnant et émotionnel, voire réveiller des souvenirs. Et donc ça peut être assez impressionnant quand une personne se met à pleurer pendant la séance. Ou alors, moi je les préviens presque toujours. Des fois j'oublie et généralement c'est quand j'oublie qu'il se passe quelque chose. Mais j'essaie vraiment toujours de les prévenir que il se peut se passer des choses, des libérations émotionnelles après la séance, où vraiment on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Ou alors on va faire des rêves et qui vont être très très bizarres et vraiment très réalistes. Ou alors, de manière tout à fait inattendue, tu vas avoir des souvenirs qui vont remonter de choses qui te sont passées et dont tu ne te souvenais plus. Et ça peut être assez impressionnant pour la personne. Généralement, j'ai déjà un peu une idée selon en fait à quel point par exemple le crâne peut être rigide ou la personne de manière générale est rigide. Je peux déjà avoir un peu une idée si ça va beaucoup réagir ou pas beaucoup réagir. Et pour les personnes où je sens que ça pourrait beaucoup réagir, je leur dis, vous pouvez toujours me contacter, on peut en parler, etc., pour pas les laisser seuls avec ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ça peut être vraiment impressionnant, surtout quand il peut y avoir des traumas qui remontent avec ces souvenirs qui reviennent ou des émotions qui se libèrent. Et si elles sont accompagnées déjà psychologiquement, je leur dis comment dire, de rester en contact avec leur thérapeute, leur psychologue dans dans ce laps de temps, en fait, parce que c'est un peu comme un Kinder Surprise, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, ce qui va se révéler. Et, mais c'est très puissant et c'est très très beau à voir aussi le relâchement à la séance d'après, de voir une personne qui a retrouvé sa vitalité, sa joie de vivre. Des fois, ça prend plusieurs séances, mais quand même, donc l'ostéopathie est au final vachement plus, ça va travailler plus profondément, je dirais même presque de manière cellulaire. C'est un travail global, holistique. C'est vrai. C'est vrai que c'est une des professions ou un des cœurs des métiers justement qui a été dans les prémices de cette médecine holistique. En tout cas, de mon point de vue, je dois, si je dois partager, enfin si je dois, pas du tout, mais si j'ai envie de partager quelque chose de personnel, je pense que le premier ostéopathe que je contacte, c'est il y a 15 ans, vraiment très loin, je suis encore jeune, mais, mais dans ma vision de la médecine intégrative, justement, c'était les balbutiements, en fait. J'avais même une forme d'incompréhension à savoir comment est-ce qu'on pouvait pratiquer et à me donner des précisions sur des émotions ou vraiment avoir des états émotionnels qui venaient être levés ou débloqués et attachés à des émotions que moi je vivais dans mon corps en même temps que la séance. Et ouais, je dirais que ça et l'hypnothérapeute que j'ai contacté probablement en quelques années après, c'est vraiment les deux premiers métiers qui m'introduisent dans cette Hmm. médecine holistique, dans cette médecine avec une vision plus globale de la santé et pas uniquement voilà, détachée de l'aspect émotionnel ou mental ou de l'environnement, des relations, etc. Hmm. C'est assez intéressant. Je serais curieuse de savoir aujourd'hui, donc tu nous partages ton parcours de kiné, d'ostéo, et puis le Reiki, le coaching, qui invite vraiment à responsabiliser les personnes que tu as en lien avec toi. Euh, Peut-être tu peux ouais, nous dire comment ça se passe une séance, qu'est-ce que tu fais différemment ou quelle approche tu as ou qu'est-ce que ça change en fait d'avoir cette casquette aussi de coach et de praticienne en Reiki. Hmm. Si on dit praticienne en Reiki, je sais pas comment on dit. En anglais, oui.
En français, je sais pas. Si jamais c'est pas ça, je veux bien dans les commentaires, me lâchez pas, mais, mais je veux bien l'info. Euh, alors, les, les bienfaits, entre guillemets, d'avoir cette casquette de coach pendant mes séances d'ostéopathie, par exemple, c'est que je peux vraiment remettre en question, en posant des questions, le concept que la personne s'est créé. Donc, on se raconte des histoires. On se raconte toujours, on a toujours une explication de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ces exercices, de pourquoi est-ce qu'on suit pas les conseils de euh, kiné, ostéo, médecin. Et du coup, en fait, ça me permet de remettre en question leur concept et de les ouvrir en posant des questions et pas en faisant du rentre-dedans comme j'ai pu faire avant, en vraiment en brusquant les personnes, en leur disant mais pourquoi t'as pas fait tes exercices si tu vois ce genre d'approche. Et au final maintenant j'ai une approche beaucoup plus douce par rapport à ça et je pose des questions et du coup ça comment dire ça peut ça rend les séances plus douces, plus aussi à la même hauteur. Donc il y a plus, enfin, moins cette position de je suis le thérapeute, j'ai le savoir, je te le donne, tu le fais, et le patient qui a aucune idée de rien du tout. Alors moi j'invite vraiment les gens à me partager leur vie en fait, et leur point de vue pour que je puisse comprendre peut-être en posant des questions, leur suggérer euh, des nouvelles possibilités, des choses qu'ils n'auraient pas vues, sans leur dire bah vas-y fais ci, fais ça, mais en posant des questions. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a changé et qui re-responsabilise les personnes. Et j'avais lu quelque part que si on donnait l'impression aux personnes que c'est elles qui avaient eu l'idée, elles étaient plus enclines à le faire. Et du coup, on va dire que c'est assez cool au final de voir que les personnes, elles ont elles-mêmes leurs propres solutions en fait. Et du coup, elles sont, ah mais oui, c'est vrai. Ah bah ouais, en fait, mais je peux le faire. Alors que si moi j'avais suggéré, mais je sais pas, prends-toi 10 minutes de pause toutes les heures et demie quand tu fais du home office, c'est pas la même chose. Et du coup, Il y ça, a- ouais, c'est quelque chose qui est très bénéfique dans l'apport du coaching dans mes séances. J'ai envie de rebondir sur le triangle de Cartman. Tu sais, cette notion de victime, bourreau, sauveur. Mhm. Et je trouve que souvent, alors c'est pas une généralité, hein, c'est pas ce que je veux exprimer, mais il arrive que le thérapeute vienne avec une posture de voulant sauver l'autre. Ouais. Et un des avantages, un des bénéfices que je trouve au coaching, justement, c'est de se ramener dans sa responsabilité, dans sa sphère d'influence, et de rendre à l'autre sa liberté, son autonomie, son indépendance, sa liberté d'être en accord ou en désaccord, d'avoir ses idées et de revenir dans son espace en fait. Et à mon sens, c'est vraiment une des spécificités peut-être d'un bon coach finalement, c'est d'être en mesure de poser des questions qui sont pertinentes, voire impertinentes. Et qui permettent d'ouvrir des espaces, qui permettent de se reconnecter à cette notion de responsabilité et de rendre à chacun le fait d'être acteur de sa santé, Mm. c'est quelque chose, dans mon cursus à moi d'infirmière, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est enseigné, qui est transmis. On ne doit pas faire à la place d'eux. On doit maintenir du mieux possible l'intégrité de la personne et son autonomie, voire restaurer avec un état antérieur. Et ben, vraiment,
c'est pas toujours fait hein, comme ça. On finit peut-être parfois par avoir d'autres priorités, d'autres impératifs organisationnels, de logistique, d'économie, etc. Mais dans les faits, ça fait partie, moi, de l'essence du programme et du cœur de mon métier d'infirmière. En fait, c'est vraiment restaurer ça. Et ça, je crois qu'on l'a en commun quand même avec les kinés, avec les ostéos et donc aussi avec les coachs. Voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus. Hmm. Ouais. Est-ce que peut-être tu pourrais nous partager pour que ça soit très concret et dans la mesure où tu peux le dire, hein, on ne veut pas d'informations qui ne seraient pas à partager, mais comment est-ce que peut-être quelqu'un qui aurait envie d'occuper sa place pourrait venir dans ton cabinet, se présenter à toi et peut-être sur quels aspects tu pourrais travailler ou explorer? Est-ce que ça te dirait qu'on pose les choses comme ça? Mhm. Hmm. Moi, j'aime bien commencer avec le corps, parce que le corps parle beaucoup. Donc, je pense qu'une personne qui veut occuper sa place, qui veut prendre soin d'elle, qui veut être moins stressée dans sa vie, je pense que c'est bien de commencer par le corps, parce que le corps, c'est la chose que je maîtrise le mieux. Enfin, je suis kiné depuis plus de 7 ans, donc c'est vraiment, je connais. Et du coup, j'adore en fait commencer un accompagnement avec une personne en commençant avec une séance d'ostéopathie, où du coup j'ai tout mon questionnaire au début pour avoir une idée de l'histoire médicale. Et ensuite, en auscultant le corps de la personne, je vois ce qui est bloqué, etc. Et je peux ensuite poser des questions qui vont être d'ordre émotionnel, d'ordre générationnel, généalogique, pardon, générationnel, pour vraiment avoir une idée des relations que la personne elle peut avoir, qui pourraient causer d'éventuels blocages dans le corps. Je leur pose des questions sur leur stress, sur ce qui les stresse. Et généralement, la réponse est, quand je pose la question, est-ce que tu es stressé? Les gens, oh bah pas plus que d'autres, hein, ou comme d'habitude. Et en fait, ça, c'est déjà trop. Et du coup, ça me permet ensuite de vraiment me faire une idée de l'état de la personne, aussi bien sur le système nerveux, émotionnel, et corporelle, et ensuite de vraiment continuer avec une séance de coaching pure et dure, donc vraiment séparée, pour travailler sur certains blocages qui peuvent émerger en fait de la problématique pour laquelle la personne vient me voir. Donc, j'ai beaucoup de personnes avec des douleurs menstruelles, avec des problèmes de digestion, et c'est vraiment intéressant d'aller faire du coaching avec ce genre de personnes là après pour vraiment explorer ce, ce qui bloque en fait. D'un côté, répondre à la question pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre soin de moi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre les choses en place qui me feraient du bien? Et en même temps, aller chercher ce qu'il y a derrière en fait. Autoriser la personne ou ou amener la personne à ce qu'elle s'autorise à vivre ses émotions, qui pourrait provoquer d'éventuels blocages corporels. Et, euh, et j'adore finir par une séance de Reiki où justement on vient harmoniser toute la sphère énergétique. Euh, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond à ma question. On sent vraiment l'intégration à des niveaux peut-être presque de plus en plus profonds. Et ce que j'avais envie de partager aussi quand tu exprimais ta casquette de kiné, c'était le corps ne ment pas. Il Mm. n'a pas cette capacité à se voiler la face parce que parfois tu fais l'expérience de quelque chose, tu dis ce qui est ta vérité dans l'instant, mais t'as pas volonté à dire un mensonge, mais c'est ce qui te paraît juste dans l'instant.
Mhm. Voilà, ou c'est pas très clair et du coup c'est pas très clair. Le corps, il a quand même cette capacité à, je trouve il y a une forme de discernement du corps qui est très précieuse et c'est un des outils moi que j'utilise beaucoup en coaching, c'est le corps. Le corps revient dedans. Ça, c'est vraiment aussi une invitation à la présence de Mhm. se ramener dans une forme de présence à soi dans son corps. Souvent, déjà, on vient mettre de la lumière sur des espaces parfois qui en manquent et qui ont besoin de remettre un peu de conscience sur ce qui se joue. Mais c'est intéressant d'avoir ta vision et cette vue globale, justement, avec peut-être plusieurs séances et voilà, un fil conducteur qui est l'amélioration d'un état chez la personne que tu accompagnes, mais avec tous ces plans et toutes ces casquettes. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, non, mais le retour au corps, je dirais même que c'est presque le plus important au final. Et, que ce soit par le mouvement, par le ressenti. Et non, le corps, il ment pas, hein. C'est euh, c'est pas possible. Merci beaucoup pour, euh, pour ce partage que j'ai eu l'occasion de vivre avec toi, pour l'ensemble des graines que tu as semées à propos justement de médecine intégrative. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on se relie à toi, à tes activités, si on est intéressé pour aller plus loin avec toi? Comment ça Mhm. se fait? Euh, alors moi, je suis essentiellement présente sur Instagram, où c'est I am Caroline Favre. Euh, et sur mon site internet, où du coup, il y a mes différents accompagnements que je propose. Donc, que ce soit en coaching et en Reiki. Et il y a aussi toute la page sur la thérapie manuelle, donc avec l'ostéopathie et la kiné. Donc c'est là où on peut me contacter, soit sur mon site internet, soit sur Instagram directement. J'aurai l'occasion de mettre les informations justement dans les informations de l'épisode du podcast. Infiniment pour ta présence et tes partages. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.